L'effet patrimoine spécial cryptoactif avec nos experts Stéphane Rudzinski, Philippe Mousseau et Édouard Béliard. Messieurs, on se pose la question cryptoactif, est-ce que c'est une révolution patrimoniale ou un mirage? Alors on a déjà eu des éléments de réponse avec des convictions très affirmées, justement une arme anti-inflation à l'heure où effectivement les monnaies s'érodent de plus en plus, où on voit notre pouvoir d'achat grignoter. Peut-être que la solution est dans les cryptoactifs. On se posait la question comment en détenir à l'instant, puisque Stéphane Rudzinski, vous nous avez répondu, Philippe Mousseau, c'est vrai qu'on a aussi ce petit device, les clés qui permettent de trimballer finalement avec son coffre-fort numérique. Est-ce que c'est une solution que vous recommandez à vos clients, Philippe Mousseau? Ce que disait Stéphane à l'instant, c'est effectivement, il y a trois possibilités d'investir. Et effectivement, ce qui est très important, je pense, c'est comment est structuré en fait le droit. C'est soit un droit de créance, soit un droit de propriété. Aujourd'hui, un ETF qui est propriétaire dans un ETF du Bitcoin, c'est la société de gestion. Oui. Sur une plateforme type Binance, qui est propriétaire du Bitcoin, c'est la plateforme. Le client, l'investisseur, a juste un droit de créance envers la plateforme. Ça, c'est très important. Quand on travaille sur des mandats de gestion avec des comptes vraiment ségrégés, au final, c'est la société de gestion qui est propriétaire pour le compte du client. Et ça, c'est très important, notamment dans des problématiques qu'on peut avoir de droit de succession, de transmission, etc. Ça, c'est vraiment, je dirais, un point Donc, sur comment on lequel fait il faut pour être être très propriétaire de ces bitcoins à soi, par exemple? On travaille avec des sociétés spécialisées qui, effectivement, déposent le cryptoactif sur un compte ségrégé pour le compte du client. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que effectivement, ça avait été dans la création du Bitcoin quelque chose de complètement décentralisé. On a laissé changer en fait de la valeur comme ça en peer-to-peer finalement, de particulier à particulier. Et puis on voit qu'on a mis des exchanges au milieu. On a organisé tout ça finalement pour refaire un petit peu le système qu'on connaissait. C'est assez intéressant, Édouard Béliard. Ouais. Il a fallu organiser finalement ces échanges de valeurs. Exactement, il a fallu organiser tout ça avec les problèmes que ça a apporté aussi, parce que finalement, on l'a vu, les épisodes FTX, qui était la deuxième plus grosse plateforme mondiale, qui s'est quand même effondrée parce que, voilà, pour des manquements évidents professionnels. Plus récemment, Bybit, qui a été hacké. Donc, ce sont des gros sujets, et la sécurité des actifs aujourd'hui, elle est au cœur des préoccupations des investisseurs. Et on parlait de la notion de propriété, donc avec Philippe et Stéphane, c'est très très important. Nous, on comprend que pour nos clients, c'est évidemment crucial. Donc, la ségrégation des comptes, la propriété des actifs pour les clients, c'est extrêmement important aussi. Le fait qu'ils en soient les propriétaires finaux, qu'ils puissent en disposer comme ils l'entendent, ça c'est très très important. Et donc nous, voilà, c'est toujours ce qu'on a mis au centre finalement de notre proposition de valeur. On achète les actifs en 1 pour nos clients, on les ségrègue pour eux, Oui. comme si on faisait finalement de la self-custody centralisée, entre guillemets. Donc vous avez juste à retenir votre mot de passe, votre tout FA, donc un identifiant de facteur et votre identifiant tout court pour vous connecter. Mais derrière, nous, la sécurisation des actifs, c'est nous qui la gérons pour vous. D'accord. Si je perds mon identifiant? On vous en renvoie, après qu'on ait vérifié que c'est bien vous, évidemment, parce qu'on est aussi évidemment... Non, je veux dire, c'est différent par exemple, des clés numériques qu'on peut avoir où il y a 12 ou 24 mots de passe à retenir dans sa tête. En fait, nous, on va utiliser des solutions comme Ledger Enterprise ou d'autres solutions pour sécuriser ces actifs-là, mais c'est nous qui allons gérer les clés pour vous. Donc, vous n'avez pas à vous occuper de ces 12 ou 24 caractères pour récupérer vos actifs si jamais vous le faites vous-même. Donc, nous, on incite aussi, on trouve que la meilleure manière de détenir finalement ces cryptos, c'est de les détenir soi-même. Mais si on n'a pas la capacité, si on n'a pas les connaissances techniques pour pouvoir le faire, il vaut mieux ne pas le faire, effectivement. Et passer, faire sa petite étude et puis travailler avec un acteur. Une question que vous devez avoir souvent, c'est au niveau de la fiscalité. Comment est-ce que c'est traité, Stéphane Rudzinski? Flat tax. Tout à fait. Ouais. Pour celui qui n'en fait pas son métier, sans quoi celui qui veut en faire son métier est miné, par exemple, je crois que c'est du BNC. Ouais. Bénéfices non commerciaux. Exactement. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est quand même une part minoritaire aujourd'hui qui va miner. En revanche, c'est vrai que si on reste finalement sur des actifs crypto, qu'on passe du Bitcoin à l'Ether ou à d'autres altcoins, à ce moment-là, dès lors qu'on constate une plus-value, qu'on revient dans sa monnaie domestique, il faut déclarer. Il faut déclarer. Ouais. Ok. Donc l'année suivante, les transactions. Exactement. Et puis il ne faut pas obliger de déclarer le compte à l'étranger également. Ouais, ça c'est important. Très souvent, il est à l'étranger. Il est à l'étranger sur différentes plateformes. Ouais.
Ok, donc ça aussi très important. On en parlait aussi un petit peu au niveau de la succession. Imaginons que j'ai acheté quelques bitcoins, puis d'ici 5 à 10 ans, voilà, ils sont remontés, Un ça million de représente une dollars. petite fortune. Voilà. Comment on fait là aussi pour transmettre C'est un actif qui rentre dans la masse successorale, hein. Donc, comme tout actif, il peut être transmis par anticipation, par donation. Donc, il n'y a pas de caractéristiques particulières en Mm. matière d'optimisation. Enfin, toutes les stratégies d'optimisation sont applicables en fait à Bitcoin et aux crypto. Je vous pose la question parce que, par exemple, dans le cas d'un lingot d'or, souvent ça se transmet dans la famille. Voilà, on ne sait pas Ouais, toujours déclarer. Est-ce que c'est possible de c'est- donner une clé c'est à pas trop quelqu'un? légal quand C'est même. pas légal. Non, non, mais on est d'accord, mais c'est vrai que c'est. Et puis souvent, c'est. Donc sur Bitcoin, ça pourrait se passer de cette manière-là, mais c'est pas légal, donc il faut pas le faire. D'accord, bah, très bien, c'est très clair en tout cas. Une autre question, c'est sur, bien sûr, ce qui revient souvent, on l'a un peu évoqué déjà, cette volatilité. Comment on investit bien sur ces actifs? Est-ce qu'il faut rentrer d'un coup? Est-ce qu'il faut rentrer petit à petit? Qu'est-ce que vous recommandez pour atteindre, vous nous disiez, 1, 2, 3, 5% maximum de ces avoirs? Bon, idéalement, il faut fractionner ces investissements, mais quand aujourd'hui, moi je parle avec des professionnels des cryptos, sur un Bitcoin à 80 90 000 dollars, beaucoup sont tentés de rentrer massivement. Agressivement. Voilà. Parce qu'ils vous disent c'est le moment, c'est un trou d'air. Parce qu'il s'est passé quand même des changements de paradigme fantastiques, quoi, hein. Les grandes sociétés de gestion américaines distribuent Bitcoin à leur clientèle privée et institutionnelle parce que le président du plus grand pays du monde dit, voilà, je crée des réserves stratégiques, notamment en Bitcoin, comme j'ai des réserves stratégiques en pétrole. Enfin, tout a été transformé. Il faut vraiment, vraiment s'en rendre compte. Mm. Donc là, c'est lancé. Pour l'arrêter, ça va être très, très, très compliqué. Bon, Le seul moyen d'arrêter les bitcoins, c'est que les banques centrales changent de paradigme et deviennent très orthodoxes. C'est-à-dire qu'elles ne créent plus de monnaie. ouais, ça, on y croit quand même moyennement. On y croit très, très peu. Ouais. Donc pour nous, le système, en fait, va perdurer. On va rester sur des États qui vont être très endettés parce qu'il est quasiment impossible aujourd'hui, sur certaines zones, de limiter les dépenses. La deuxième option, ça serait d'augmenter leurs recettes fiscales, mais sur certains pays, c'est quasiment impossible. Donc nous, on pense que le scénario que l'on vit depuis 20 ans va perdurer. Et c'est la raison pour laquelle Bitcoin et d'autres actifs constituent vraiment des actifs anti-inflationnistes. Il y a un rempart effectivement contre cette inflation. On dit souvent que nos grands États occidentaux sont drogués à la liquidité et ça va être dur effectivement de se sevrer. Philippe Mousseau, même question justement sur ce que vous recommandez à vos clients, comment on investit. Donc là, c'est le moment, Stéphane a l'air de dire non, il faut y aller en bloc parce qu'on est sur un super discount en ce moment, surtout si on regarde dans quelques années. Et c'est vrai que rétrospectivement, on peut se dire, il y a encore un an et demi, on était autour de 15-20 000 euros, on a atteint les 100 000. Il y a toujours ces fluctuations. Ça fait peur en même temps, cette volatilité au client final, de se dire, bah, tiens, j'ai investi à 100, j'ai 50 le lendemain sur mon portefeuille, ou inversement. Bien sûr, alors c'est sûr que quand on est, je dirais, très, très, extrêmement convaincu, forcément, on serait tenté de rentrer cash sur la solution. Après, voilà, c'est sur une vision un peu plus macro de la stratégie et sans forcément une conviction ferme sur le sujet. L'investissement dans des cryptoactifs, Bitcoin notamment, se rapproche très significativement des stratégies d'investissement classiques. Soit on rentre cash parce qu'il y a un point d'entrée et on est convaincu, soit effectivement on déploie la stratégie d'investissement en lissant en fait l'achat. Donc soit on le fait effectivement en versement programmé ou ce qu'on aime appeler maintenant le DCA, Dollar Cost Average, ou alors comme on peut le trouver sur d'autres solutions type contrat assurance vie, on fait de l'investissement progressif, c'est-à-dire qu'on met les fonds par exemple sur un fonds euro qu'on va déployer sur une stratégie de gestion dans le temps. Voilà, tout ça pour lisser le prix d'achat et donc au final on définit le target, les 4-5% de la masse qu'on veut affecter dans le patrimoine, l'objectif, un timing, à quel horizon, et on déploie la stratégie d'investissement comme ça. Le gros avantage, c'est que on va quand même
limiter la volatilité intrinsèquement. C'est sûr que quand on investit cash, du jour au lendemain, on parlait tout à l'heure de l'or, l'or fait rarement -3 en une journée. Le Bitcoin, tous les jours, entre guillemets, il fait -3 en une journée, ou +3 ou +30, peu importe. Et donc, effectivement, quand on déploie une stratégie d'investissement, c'est, je dirais, l'actif parfait pour lisser la stratégie dans le temps et pondérer le prix d'achat. Alors, il y a une autre stratégie, Édouard Béliard, chez Meria, on peut utiliser ce qui est classiquement utilisé, c'est-à-dire le mandat de gestion avec, et c'est étonnant, prudent, équilibré, dynamique. C'est ce que vous proposez aujourd'hui? Tout à fait, c'est ce qu'on propose pour que ça parle au plus grand monde encore une fois. Après, on va utiliser ces stratégies financières aussi dans nos mandats. On va utiliser le DCA parce que on va évidemment pas faire rentrer nos clients en une seule et même fois parce qu'on l'a vu, la volatilité est quand même extrême, on l'a répété. On pense que Bitcoin ne pourra jamais redescendre plus bas que 70 ou 60 000 $. Les récents événements nous ont montré que c'était quand même très volatile et qu'il fallait être prudent là-dessus, enfin prudent entre guillemets, mais voilà, l'idée, nous, ce qu'on va appliquer chez Myriam dans notre gestion sous mandat, c'est d'avoir une gestion de conviction surtout, donc avant tout focaliser sur les actifs, sur les fondamentaux, et en fonction de ça, on va pondérer notre investissement en fonction des différents profils de risque. Donc un profil prudent va servir à maîtriser la volatilité, entre autres justement, en investissant majoritairement sur des grandes capitalisations, en faisant intervenir des poches de cash aussi via des stablecoins, donc des cryptos adossés à des monnaies en cours légal. Et puis profil équilibré et dynamique, on va davantage investir sur les autres cryptos du marché. Un profil équilibré va aller chercher de l'investissement sur un top 100, top 150 market cap, et puis un profil dynamique, on va vraiment aller chercher les valeurs de croissance, les petites valeurs qui sont en création, mais qui ont beaucoup de mal à se lancer dans ce contexte actuel, qui est dominé par Bitcoin, encore une fois, et donc très peu de liquidité sur les autres altcoins. Et donc on est dans un contexte de marché aujourd'hui qui est préférable à du portefeuille défensif sur des grosses capitalisations, parce que même l'Ether, on l'a vu, corrige beaucoup aussi en ce moment. Donc voilà, les projecteurs sont focalisés sur Bitcoin aujourd'hui. Il y a une dominance de marché. The winner takes it all, comme on dit. Exactement. Voilà, pour l'instant, c'est bien. Stéphane Rudziński. Oui, juste un dernier argument pour tenter de vous faire basculer. Est-ce que vous savez combien il y a de millionnaires dans le monde? Quelques centaines de millions. 100 millions. 100 millions. Combien il y aura de Bitcoin? 21. 21. Ça veut dire qu'il y aura, si tous les millionnaires veulent du Bitcoin, il y aura 0,2 Bitcoin par millionnaire. Ça veut donc dire que tout va se jouer sur le prix. Donc on est sur un actif qui, à mon avis, va forcément prendre de la valeur. Voilà, si tout le monde veut son Picasso, finalement, pour l'afficher dans son salon, tout à fait. Et ceux qui peuvent se permettre, ça peut être sympa. Exactement. Plus tous ceux qui en ont déjà. Et qui ne veulent pas les vendre. Et qui ne veulent pas le vendre et qui resteront jusqu'à la fin. Voilà, c'était très passionnant, ces crypto-actifs. On voit qu'ils déchaînent les passions. Il y en a qui sont très très pour, qui sont fervents défenseurs, d'autres qui sont un petit peu plus sceptiques. Et puis, comme beaucoup, peut-être c'est votre cas, vous qui êtes conseiller en gestion de patrimoine, ceux qui ne veulent pas rater le train et qui conseillent à leurs clients. On vous renvoie en tout cas à Décideur Patrimoine de ce mois-ci qui raconte, il était une fois les cryptos, avec des grands gérants qui parlent effectivement de cet effet crypto et ce que ça pourrait devenir. En tout cas, un grand merci à nos invités, Édouard Béliard de Meria, Philippe Mousseau, Bonjour Patrimoine, et Stéphane Rudziński de Retoras Finance, nous avoir accompagnés pour cette émission. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'effet patrimoine.